Même si la guerre fait rage en Ukraine, la vie ne s'y est pas arrêtée. Loin du front, on pourrait presque oublier que la Russie essaye en ce moment même d'envahir le pays. Les commerces sont ouverts, les transports fonctionnent, les gens vivent, bref, l'horreur du conflit a l'air invisible. Pour autant, personne ne fait comme si de rien n'était. De toute manière, ce serait impossible. Tous les jours, des alertes aériennes retentissent et ramènent à la réalité. Elles annoncent le décollage d'un avion russe chargé de missiles ou d'un drone qui se dirige vers là où l'alerte résonne. Et parfois, le système de défense antiaérien ne suffit pas à les arrêter. Mais bien sûr, ce sont les morts quotidiens qui rappellent qu'à quelques centaines de kilomètres, la situation est encore pire. N'importe quel Ukrainien a perdu un proche, à quelqu'un en train de se battre sur le front, ou à quelqu'un au bord de la ligne de contact, dont il pourrait apprendre la mort à tout moment. L'invasion russe touche tout le monde en Ukraine, et d'une manière ou d'une autre, tout le monde participe à cette guerre. Certains mènent des opérations de sauvetage d'enfants déportés par l'armée russe, d'autres luttent contre la corruption, même quand l'ennemi n'est qu'à quelques kilomètres. Certains protègent, certains mettent en lumière. La fin de la guerre et le futur de l'Ukraine ne se décident pas que sur le front. La gravité du contexte donne à n'importe qui la possibilité de participer à l'effort collectif. Tout le monde peut préparer l'avenir du pays. Bonjour à tous et bienvenue sur Factuel. Pour préparer l'avenir, l'Ukraine doit déjà protéger sa population. Un premier sujet évident, c'est l'évacuation des civils. De 2014 à février 2022, la guerre en Ukraine était restreinte au Donbass. 8 ans de crise humanitaire majeure qui se sont transformés à la décision de Poutine d'envahir tout le pays en la plus grosse crise migratoire européenne depuis la Seconde Guerre mondiale. L'ONU estime que 12 millions de personnes ont fui l'Ukraine pour le reste de l'Europe. À l'avancée russe maximale en Ukraine, un quart du pays était occupé. Avec 44 millions d'habitants en Ukraine en 2020, vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui se sont subitement retrouvées au milieu d'un champ de bataille et qu'il a fallu aider à fuir. My name is Mykola Kuleva. I'm CEO of Save Ukraine Rescue Network. Our organization is the biggest who evacuate civilians from the danger, especially children. Dans les premiers jours de l'invasion à grande échelle, des centaines de milliers d'Ukrainiens quittaient le pays quotidiennement. Comme la première attaque a été rapide, des millions de personnes sont parties de chez elles en panique, avec presque rien et surtout avec aucune idée d'où aller. Or we rescued them from danger with nothing. They had only one package with the necessities in their hands, that's all. And they were exhausted and depressed. Depuis les zones d'affrontement, on fuit vers l'ouest et vers le sud-ouest. On s'éloigne le plus possible du front et on reste proche des frontières au cas où il faut se réfugier de l'autre côté. When full-scale invasion happened, we immediately started our evacuations from combat zones, especially here in Kyiv, where we are now. We had more than 1,000 people a day. We evacuated them from Irpin, Bucha, from Chernihiv, Sumy. L'armée russe est arrivée aux portes de la ville et après un mois d'affrontements acharnés, elle s'est fait repousser hors de cette partie du pays. Pendant la bataille de Kyiv, alors que les forces russes étaient aux portes de la ville et essayaient de la prendre, Save Ukraine a continué d'organiser l'évacuation de civils depuis le front. Elle a 12 équipes pour s'occuper de ces missions. And after full-scale invasion, we evacuated more than 100,000 people, women and children, from hotspots. Une fois évacuées, une fois éloignées du danger, ces personnes ont besoin d'être logées. Elles sont parties dans la précipitation, sans savoir pour combien de temps, ni si ce qu'elles laissent derrière elles existera encore quand elles reviendront. And they lived months in bomb shelters and basements of buildings with no water, food. And we provide 1 up to 3 years support and housing for a family. And we built more than 100 these shelters, and we continue building more shelters. And this year we are planning to have 150 shelters. Les abris accueillent des familles qui sont à la rue à cause de la guerre. L'est du pays est réputé très pauvre, et donc ces personnes se retrouvent souvent sans option pour trouver un logement. Les abris offrent une solution temporaire. Sur le court terme, on sauve des vies. Sur le long terme, on aide les rescapés à surmonter ce qui leur arrive. Save Ukraine se bat à la fois contre ce que la guerre provoque aujourd'hui
mais aussi contre ce qu'elle provoque sur les décennies à venir. Tous ces enfants ne sont plus scolarisés et plus le temps passe, plus ils accumulent un retard qui va toucher toute une génération de jeunes Ukrainiens. On ne sait pas pour combien de temps l'Ukraine sera sous les bombes russes, mais puisque ça dure, il faut permettre aux enfants qui grandissent dans cette guerre d'avoir la scolarité la plus normale possible. L'éducation, sur des aspects qu'on va évoquer tout au long de ce documentaire, est l'une des clés de voûte de la guerre en Ukraine. Après 2 mois de vacances d'été, les écoles ukrainiennes ont réouvert leurs portes le 1er septembre 2023. Et la pause estivale a permis une adaptation, car la crainte en ce jour de rentrée, c'est qu'un missile frappe une école pleine à craquer. Quelques jours auparavant, une maternelle à Lviv a été frappée en pleine nuit, comme un rappel que les écoles sont régulièrement victimes des bombes russes et qu'un drame n'est jamais loin. C'est pour cette raison que les établissements scolaires ont dû s'équiper d'espaces à la double fonction, celle de protéger des frappes aériennes et celle de permettre aux cours d'avoir lieu. À Verba, au nord-ouest du pays, une quinzaine d'Ukrainiens, d'entre 15 et 30 ans, a passé une partie de son été à protéger des élèves. Ils ont aménagé, pour l'école maternelle du village, un abri anti-aérien. Tous les jours, l'armée russe fait décoller des avions chargés de missiles et des drones kamikazes en direction de l'Ukraine. Dès qu'ils sont repérés, une alerte aérienne retentit dans toutes les régions potentiellement ciblées. Tant que les missiles ne sont pas suffisamment proches de leurs objectifs, on ne peut pas savoir ce qu'ils visent. À chaque raid aérien, la sirène retentit 2 fois. Une pour annoncer que l'attaque a été repérée, une pour dire qu'elle a pris fin. Et à chaque fois que la première sonne, il faut se placer au plus vite, là où l'explosion d'un missile a le moins de chances d'être mortelle. Dans beaucoup de cas, c'est la cave du bâtiment dans lequel on se trouve qui remplit le mieux cette fonction. Autrement, la règle veut que 2 murs séparent l'endroit choisi de l'extérieur. Mais se mettre à l'abri pour chaque raid reviendrait à ne tout simplement plus vivre. Par moments, ces alertes, il y en a 5, 6, voire plus tous les jours. Et chacune d'entre elles peut durer plusieurs heures. Le 21 septembre 2023, la capitale ukrainienne a passé le cap des 1000 heures de sirènes cumulées en 1 an et demi de guerre. La plupart des gens continuent donc leur activité. Une partie des commerces ferment, mais les rues ne sont pas désertées. Les gens vivent avec le risque d'une frappe et avec l'angoisse de scruter le ciel. Dans les écoles, la situation est différente. À chaque alarme, tous les élèves doivent se mettre à l'abri et ne peuvent sortir qu'une fois l'attaque terminée. Elles ont toutes dû s'équiper d'abris. Et dans le village de Verba, ce sont des bénévoles qui se sont occupés d'aménager le sous-sol de l'école maternelle. En arrivant, ce n'est rien de plus qu'une cave vide. L'association fournit le matériel, les palettes et les planches, puis les volontaires se mettent au travail. La priorité est que le minimum soit là avant la rentrée, moment où des dizaines de personnes vont rester plusieurs heures par jour dans le sous-sol. On construit des bancs, des tables, des bibliothèques, et dès le 2e jour, des enfants du village viennent aider les bénévoles. Le travail doit être minutieux puisque tout ça est destiné à des enfants de 6 ans ou moins. Aucun clou ne doit pouvoir les couper, et le bois doit être poncé pour éviter les échardes. Dans une salle annexe à la principale, une sorte d'aire de jeu et un bac à sable sont construits. Sans fenêtre et protégés par ces murs, c'est là que les enfants pourront jouer durant les alertes. Et tant que les frappes continueront, ils passeront une grande partie de leur scolarité dans cette cave. Et la situation est similaire dans toutes les écoles du pays. À Kharkiv, où les tirs de missiles sont beaucoup plus fréquents, des salles de classe ont même été installées dans le métro, qui avait été conçu à la base comme abri antinucléaire. Même si des solutions sont trouvées, tout ça reste précaire. Si Verba a fait appel à l'association, c'est qu'elle n'a pas les moyens d'aménager elle-même l'abri. Stimuler et éduquer des enfants dans ces conditions, c'est loin d'être idéal, mais faire avec, c'est nécessaire et l'aviation russe le rappelle. Pendant que les bénévoles travaillaient dans le sous-sol, un missile a frappé le village voisin, à seulement quelques kilomètres de là. L'incendie a duré presque 24 heures. Ce qui est fait par l'association et ses bénévoles permet aux élèves d'être en sécurité et dans les meilleures conditions possibles. Cet effort, cette volonté de protéger les enfants, a encore plus de sens quand on sait ce qu'il arrive à une partie d'entre eux. Every day, just now, we have both. We have evacuations from hotspots and we have rescue missions and returning children from occupied territories in Russia. L'armée russe déporte des enfants ukrainiens. C'est un sujet qui a eu beaucoup d'écho à l'international et qui pourtant n'est pas très connu. Ou du moins, on a du mal à mesurer l'ampleur du drame. Mais on ne doute plus de ce qu'il se passe, et l'accusée elle-même assume les crimes qu'elle commet. Sur les territoires ukrainiens qu'elle occupe, la Russie déporte une partie des enfants qui s'y trouvent. Ils sont envoyés en Crimée ou en Russie dans des camps de rééducation.
We can call this re-education, because it is the main goal of Russians: re-educate Ukrainian children, Russify them. They manipulating and giving false information about Ukraine, about Russia. La Russie a mis en place un réseau de camps dans lequel tout ce qui est lié à l'Ukraine de près ou de loin est interdit. It is forbidden to use any Ukrainian flag colors. Even for yellow-blue subs, you can be banished. They told us that they were afraid to do something wrong because Russians threatened them that if you will speak Ukrainian or express you as Ukrainian, you could be banished. And many children, they were agreed just to follow these rules, Russian rules. Les déportés ne peuvent parler qu'en russe. Ils doivent chanter l'hymne national et assister aux cérémonies de levée de drapeau. Leur journée consiste en un enchaînement d'entraînements militaires, d'utilisation d'armes et de véhicules, et en un suivi de cours d'histoire et de culture sur la Russie et l'Ukraine, qui ne sont bien évidemment rien de plus qu'une propagande assumée. L'objectif est de convaincre les enfants que l'Ukraine n'existe pas et que leur seule chance de survie se trouve en Russie. They telling them that Ukraine, it is not state, it's just regions. It's Russian regions, and we will return these regions to Russia Empire soon. Here is in Ukraine living a Nazi, which torturing Russian people. Pour que la propagande soit acceptée par ces enfants, il faut d'abord les convaincre que c'est la Russie qui les a sauvés, que la Russie n'est pas l'agresseur, mais le libérateur. They are telling kids, we are not kidnapping you or deporting you. We are rescuing you from their danger. Danger from whom? Oh, from Ukrainian Nazi. For me, it's a very similar like Hitler during the World War II or before the World War II. He was communicating with the Germans, not inviting territories. We are rescuing Russian. It's totally the same now. Mais évidemment, même si beaucoup d'enfants plient aux méthodes russes, certains résistent, sont insensibles à la propagande ou sont tout simplement fichés comme étant des pro-ukrainiens. One girl, we returned her. She told that she'd been in a Russian facility. They knew that I'm pro-Ukrainian. And then they placed her to a basement room for 3 weeks and gave them medicine. And after that, she used several times and told that I felt sick and felt tired and I wanted to sleep all time. And after that, I stopped use this. I showed them that I'm using this, but I didn't do that. But 3 weeks, a child was in a prison. La méthode de rééducation utilisée dans ces camps est très efficace. Elle joue sur les faiblesses psychologiques et les biais des enfants. Ils sont séparés de leur famille et de leurs proches, ils ont été déportés d'une zone de guerre vers le pays qui les a envahis, et ils ont interdiction formelle d'essayer de communiquer avec qui que ce soit hors du camp. Ces enfants sont en situation de détresse, ils sont seuls, ils ont peur, n'ont aucune idée de si leur vie en Ukraine existe encore, et sont noyés dans une propagande ultra agressive. And for children's brains, it is a huge trauma. They are very affected of this poison, Russian propaganda's poison. La stratégie de la Russie est d'autant plus vicieuse qu'elle a le temps à son avantage. Russians need this time. They need this time just to brainwash this child. We are losing our children because Russia brainwashed them and use them as a militaries in future. They will fight against Ukraine because they will re-educate and brainwash them. S'ils résistent et refusent la propagande, les enfants peuvent être maintenus captifs pour une durée indéterminée. Et plus le temps passe, plus ces enfants perdent espoir d'être sauvés, de retourner chez eux, de retrouver leur famille, et cèdent donc à la propagande. Mykola Kuleba raconte ce qu'un enfant a dit lorsqu'il a été retrouvé en Russie. I did not know that Ukraine exists. I was threatened
I didn't want to come back because Russians told me that I will be interrogated by special services of Ukraine, and they will place me to a prison, or they will send me to an army and I will die there. And it is kids told us this lie of Russian propaganda. Child could say, no, I don't want. We had this. I want to stay in Russia. Because I went to university or school, I have a family, Russian foster family. I received Russian passport, and I'm afraid to come back because I think that Ukrainian Nazi will kill me there. It is true. It is evidence of what happened now with Ukrainian children. L'objectif final, c'est d'intégrer les enfants ukrainiens à la société russe, de leur faire oublier leur identité, pour qu'ils se plient à ce que Poutine attend d'eux. La Russie est en chute démographique, les enfants ukrainiens kidnappés remplacent une partie des enfants russes qui ne sont pas nés. Et il ne faut pas oublier que la guerre en Ukraine n'a pas commencé en 2022, mais 8 ans plus tôt, avec l'invasion de la Crimée et du Donbass par la Russie. Depuis tout ce temps, ces régions ont été sous contrôle russe et elles ont été le laboratoire des expérimentations de rééducation infantile de la Russie. It's maybe hardest thing. After the 2014, almost 1.5 million Ukrainian children now on occupied territories or in Russia Federation. And we don't know what happened with them. It's almost 9 years of war, 9 years. And many of these children, now young adults, who are fighting in Russian army against Ukraine after being brainwashed by Russians. It is a tragedy. It is genocide. Si on a toute cette connaissance sur les pratiques russes et sur ce qu'il arrive à ces enfants, c'est en grande partie grâce à l'organisation de Mykola Kouleba. Save Ukraine organise des missions de sauvetage en Russie pour ramener les enfants déportés par l'armée russe chez eux en Ukraine. Ces opérations sont extrêmement dangereuses, complexes à mettre en place et une véritable succession d'épreuves. Elles commencent toutes de la même manière, par la recherche de l'enfant. We received many information from children who've been returned. We are receiving information through social media. We are receiving information from relatives of that children. They know us, Save Ukraine, as the main organization who rescuing kids. La Russie brouille les pistes, et elle le fait de plus en plus. En donnant illégalement un passeport russe à un enfant ukrainien, elle le fait disparaître des registres officiels. Mais quand l'un d'entre eux est localisé, l'organisation de Mykola Kouleba aide sa mère ou sa grand-mère à le récupérer. Pour ça, elles doivent se rendre en Russie, récupérer leur enfant et le ramener par elles-mêmes en Ukraine. La Russie n'autorise qu'un parent direct de l'enfant à le récupérer, à condition qu'il prouve sa parentalité. Comme la plupart des hommes n'ont pas le droit de quitter l'Ukraine, c'est le côté maternel qui doit assurer l'opération de sauvetage. Pour sauver leur enfant, plus d'une centaine d'Ukrainiennes se sont rendues en Russie alors que la guerre est en cours. They interrogating parents. Parents have to tell stories about why they are going to Russia. Not for a child, because if you will tell, I'm going to this facility to take my child back to Ukraine, you will be immediately arrested, interrogated, and deported. That's why they tell, I have relatives, I will go there. Le faux motif de voyage qu'elle prépare avant de traverser la frontière doit être solide, car la première épreuve, c'est de passer les interrogatoires de l'armée russe. Et si vous voulez estimer leur violence, sachez qu'une Ukrainienne qui tentait de sauver son petit-fils est morte pendant le sien. Ensuite, elles doivent se rendre dans le camp où l'enfant est gardé, c'est-à-dire potentiellement n'importe où en Russie ou en Crimée, en sachant que certains camps sont à des milliers de kilomètres de l'Ukraine. Et les camps que vous voyez sur cette carte ne sont qu'une partie d'entre eux. Vous ne voyez que ceux qui ont été repérés et on ignore encore combien il en existe. Une fois le camp atteint, les mères et grand-mères doivent prouver leur lien familial avec l'enfant et faire croire qu'elles vont s'installer en Russie avec lui. À ce moment-là, tout dépend de l'arbitraire des autorités russes et du bluff des mères. For example, one grandmother, 2 months ago, she reached facility. It is unhealthy child. And the Russians forced her to have DNA test to prove that
with all documents. She had all documents for guardianship, that child. But they forced her. Oh, first you should receive DNA test. And she received and proved that she is the grandmother. But after that, the head of that facility told, no, we don't want to give your child back. It's better if you receive Russian citizenship and live in Russia. Le rôle de Save Ukraine dans tout ça, c'est d'aider et de préparer celles qui font le voyage. Déjà psychologiquement, mais aussi financièrement. Énormément d'enfants déportés viennent du Donbass, l'une des régions les plus pauvres d'Ukraine, et il faut donc financer l'opération jusqu'en Russie, puis le retour jusqu'en Ukraine. We are planning the escape. Every day we receive this information, we work with this information, but it is a drop of water in the ocean. Au moment où cette interview a été tournée, le 17 août 2023, 150 enfants avaient été sauvés par Save Ukraine. Et quand Mykola dit que ça ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan, il n'exagère pas. We rescued more than 150 kids who've been abducted, but it is thousands of children. Just official Ukrainian information, that's almost 20,000 who've been deported. But it is not all kids who've been deported and kidnapped. We have many more. It's just 20,000 who've been identified. You know, it is a tragedy for Ukrainian nation because we lost now 50% of children's population after 2014. Ce chiffre prend en compte tous les enfants que l'Ukraine a perdus en 9 ans de guerre. Il inclut ceux dans les territoires occupés, dont on a parlé, mais aussi ceux qui se sont fait tuer et ceux qui ont fui vers d'autres pays. Many of them were fleeing the war abroad to different countries, but almost 20% of children's population staying on occupied territories or were forcibly deported to Russian Federation. And it's both children with families and unaccompanied children. How many children were kidnapped? Unaccompanied kids. Nobody knows. On ne peut pas savoir combien d'enfants ont été déportés. Tout ce qu'on sait, c'est que la Russie met d'énormes moyens en place. We found information that before, 1 month before, or 10 days before full-scale invasion, Maria Lvova-Belova, who received warrant order from ICC, were reporting that now, this month, we are evacuating children from Donbass, and it was almost 60,000 children. She was reporting almost 60,000 children we evacuating to Russia from Donbass. Who are their children? Where are they now? Who knows? We don't know. Le 31 juillet 2023, dans une annonce publique, Maria Lvova-Belova a annoncé que la Russie aurait déporté 700 000 enfants ukrainiens. Maria Lvova-Belova, c'est la commissaire aux droits de l'enfant de Vladimir Poutine. Et c'est elle qui supervise la déportation des enfants. Le 17 mars dernier, grâce au travail de Save Ukraine, de chercheurs et de juristes, le duo Poutine-Lvova-Belova a reçu un mandat d'arrêt de la Cour internationale de justice. C'est une première pour le chef d'un État membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette étape est historique et elle a été franchie car ce qu'il se passe en Ukraine dépasse largement le cadre d'un conflit entre deux pays. Les deux mandats d'arrêt ont été émis pour crimes de guerre. Ils font suite à une enquête de la Cour internationale de justice qui est encore en cours. Poutine et Lvova-Belova pourraient donc aussi être inculpés pour autre chose. La déportation d'enfants, la distribution de passeports, l'adoption, le lavage de cerveau et l'effacement d'identité. Tout cela peut constituer la preuve que derrière les actions de la Russie, il y a une volonté de faire disparaître le peuple ukrainien. Et si c'est la conclusion que tire la justice internationale, on ne parle plus de crimes de guerre, mais de crimes contre l'humanité, de génocide. Le revers de cette décision, c'est que depuis qu'un risque de condamnation s'est concrétisé pour Poutine, Save Ukraine n'a quasiment pas pu sauver d'enfants. After ICC decision, harder and harder to bring back any child. Russian block all our rescue missions.
Poutine a compris que chaque enfant qui revient en Ukraine pourra témoigner contre lui si un jour il se retrouve dans un tribunal. We received many information from children who've been returned after warrant order. It's very hard because Russian clearly understand that next steps it's collect war crimes, and these kids are witnesses of war crimes. Every child who been returned were documented for future tribunal. That's why Russia tried to block any rescue. It's very hard to do something. Pendant les 5 mois entre l'émission des mandats d'arrêt en mars et notre interview, aucun enfant n'a pu être secouru. Aucune mission n'a pu être menée. Mais une semaine plus tard, 11 enfants ont été ramenés sains et saufs en Ukraine par l'organisation. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни – це державна зрада. La corruption est la bête noire de la société ukrainienne. Omniprésente, elle s'est immiscée dans toutes les sphères, des plus hautes décisions politiques aux actions quotidiennes les plus banales. Corruption, perceived by Ukrainians as the second most important problem after the problem number one, which is war. So, and usually corruption issue is in a top 3, so it's very high on the agenda among the people. I believe that there is a huge influence of the Soviet legacy. À l'époque de l'Union soviétique, dans le monde politique, dans les administrations locales, mais aussi dans la vie de tous les jours, la corruption était la norme. If you have a very good friend who's like a director of the furniture shop, you will have some furniture most likely. Or if he's a head of the meat plant, the director of the meat plant will always have lots of meat at home. But this is not because he bought it and because he stole it. Et ce fonctionnement, ces habitudes, n'ont pas disparu à l'indépendance. Il y a peu, c'était encore fréquent que des officiers de police demandent des pots de vin lors des contrôles, que les médecins demandent des suppléments à leurs patients, et même qu'on puisse acheter son permis de conduire sans avoir à le passer. But unfortunately, when we got the independence, corruption stayed, and because of the mess of this transition between the Soviet times and the independent country, it was like really blossoming at some point before it reached the boiling point in 2013. En 2014, le président en fonction Viktor Yanukovych se fait renverser par la révolution de l'Euromaïdan. À sa fuite, l'Ukraine découvre l'ampleur du problème de corruption. It became such a big topic since the Revolution of Dignity 10 years ago, almost 10 years ago, probably because people started understanding that this is about the future. Cette révolution a provoqué une prise de conscience dans la société sur la gravité et l'étendue de la corruption. Même en pleine crise économique, l'argent disparaît dans la nature. 10 ans plus tard, la situation n'est plus la même. Depuis l'Euromaïdan, la lutte anticorruption en Ukraine a été l'une des plus efficaces au monde. Before the Revolution of Dignity and financial crisis, which we had afterwards because of the Russian invasion to Crimea, we had about 200 banks in Ukraine. When the banking system was cleaned up by National Bank of Ukraine, we had less than 100. But the ones that were kicked out of the market, they were not healthy. And the whole reform of the NBU actually, for me, showed the results these days. When from the very beginning of the full-scale invasion of Russia, National Bank of Ukraine were doing very right and correct steps in order to stabilize the financial system. And even if you talk to any economists or financial experts, they would say, like, come on, you're in war, more than half of your budget goes to the military expenses, but your currency is more or less stable, your borders is open. So, and all of these are the result of that reforms that were happening in the past. Andrei Borovic est l'une des personnes clés de la lutte anticorruption. C'est le directeur exécutif de la branche ukrainienne de Transparency International. Mondialement connue pour ses rapports, l'organisation publie chaque année un classement des pays en fonction de leur niveau de corruption. En Ukraine, l'organisation est à la fois un chien de garde pour les citoyens et un conseiller pour le gouvernement. For us, fighting with the corruption divides in two parts. One is about punishment, and punishment is about law enforcement, delivering justice, so it's court, so it's like about investigation, prosecution, and the role of the judge.
This is one way, but this is about the way when corruption already happened and they need to punish somebody for it. There is also another instrument which should happen in parallel with the first one, is a prevention. And we see prevention as for the civil society and citizens. There should be a decent level of transparency and accountability of what is going on in the state. Derrière l'aspect militaire et stratégique de la guerre, c'est la lutte contre la corruption qui doit faire tenir toute la société. C'est une guerre de l'ombre qui a lieu en parallèle des combats sur le front. Même dans les pires moments de l'invasion russe, la lutte contre la corruption a continué parce que sans elle, c'est tout le reste qui risque de s'effondrer. Anti-corruption court would be a really great and good example of how sustainable the system is. During March, May, so spring last year, when till the end of the March, Kyiv was half surrounded by Russians. And April and in May, anti-corruption court was the only court in Kyiv who will continue having sittings and actually delivering justice. During that 3 months, they finalized 5 cases with real imprisonment sentences to suspected persons. So, Russians are everywhere around the Kiev, and they continue doing what they're supposed to do. No other court were working in Kiev. And I think this was a good proof that everything that was designed many years ago was right. Si on la laisse proliférer librement, la corruption finit par rendre inefficace n'importe quelle structure. Plus on la laisse se développer, plus c'est dur de l'éliminer. So if the corruption will exist, it just eradicates the state, fighting with the corruption, limiting its effect on the country. It exists in many spheres, but much less than it was before the Revolution of Dignity. Also, let's remember that we also did at least 10 to 15 different kind of reforms in different spheres. But not every of this reform was communicated as anti-corruption reform. But in every of these reform, there is anti-corruption part for sure. Récemment, plusieurs très grosses affaires ont fait parler d'elles en Ukraine. Début septembre 2023, le président ukrainien a renvoyé son ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, lié à plusieurs scandales de corruption. Au même moment, Igor Kolomoïski, l'un des hommes les plus riches du pays et l'une des personnes qui a permis à Volodymyr Zelensky d'accéder à la présidence, a été placé en détention dans le cadre d'une enquête pour fraude et pour blanchiment d'argent. Ces signaux sont très forts, même les personnes à qui le président doit beaucoup n'ont pas de passe-droit. S'ils sont corrompus, ils sont jugés, condamnés et écartés des postes importants. This full-scale invasion actually also showed and opened eyes to many Ukrainians how corruption was used by Russia. Because how we can say that this is not a corruption when the leader of one of the major pro-Russian parties in the parliament now have lots of business in Russia. And actually Russians with their cash money were donating these political parties in Ukraine. And this is to what it led us. Yeah, we are in war. We're now fighting for the 20% of the territory which is occupied. So I think, hate to corruption will just speed up. L'Ukraine est encore très mal classée, mais c'est l'une des meilleures élèves en lutte anticorruption. Ukraine, for the last 10 years, is among only 15 countries in the world with the most positive progress development in fighting with the corruption. It means that we go in the right way, but it also means that in the world, only 15 countries have some. So when you compare where we are now and where are some of our neighbors or other countries, the results of this anti-corruption fight can be clearly seen. La tentative russe de faire disparaître l'Ukraine est arrivée à un moment assez charnière. Le combat contre les corrompus était déjà bien entamé, mais plusieurs gros rouages tenaient encore le coup, et tiennent encore le coup. Le rapprochement qu'a entamé l'Union européenne a donné un coup dans la fourmilière. Si l'Ukraine veut rentrer dans l'Union, le gros de la corruption doit disparaître. But we need time for this. It can't be changed like this in a year or two. During 10, 20 years, so one generation need to pass, but with a constant policy of the government against corruption. So with anti-corruption messages and with not only messages, but actually actions, like simplifying the interaction between people and the state, eliminating human factor from making the decision, because when the human has that, they might be quite influential. So behavior of Ukrainians changing, and it's changed really a lot. There is lots of discussions about the EU and Ukraine, whether the negotiations happen or not, started in the end of this year. I think opening the negotiation stage will give us another boost for another 2 years for the reforms and changes.
For us, it was much easier to demand from the government to move on with the reforms when the doors of the EU is open, not when it is closed. La mer Ukraine est sûrement le monument le plus emblématique de Kiev. L'histoire de cette statue d'acier, haute de 102 mètres, incarne le traitement réservé à ce que la Russie a laissé derrière elle. À son inauguration en 1981, la statue ne s'appelait pas Mère Ukraine, mais Mère Patrie. Son bouclier, long de 13 mètres, était orné d'une faucille et d'un marteau, les emblèmes de l'Union soviétique. Et depuis des dizaines d'années, beaucoup demandaient sa destruction. Bien que ça soit indéniablement une œuvre, elle reste un monument soviétique et évoque l'Union qui a plongé les Ukrainiens dans les pages les plus sombres de leur histoire. En juillet 2022, sur l'application ukrainienne DIA, le gouvernement propose une alternative au démantèlement de la statue. Les Ukrainiens sont invités à voter en ligne pour savoir s'ils sont favorables ou non au retrait des emblèmes soviétiques du bouclier. La réponse est claire, 85% des 800 000 participants y sont favorables. Puis, à seulement quelques kilomètres du front, l'usine Zaporizhzhal a forgé un immense trident en acier. On appelle ça un trizoub, c'est l'emblème de l'Ukraine. Et il a un sens puisque ses branches cachent les lettres du mot Volia, signifiant liberté en ukrainien. Ce trident a été acheminé à Kiev, installé sur le bouclier, et la statue s'est faite renommer Mère Ukraine. Le tout à l'occasion de la fête nationale, le 24 août 2023. De leur côté, le marteau et la faucille n'ont pas été détruits. Ils se trouvent dans le musée, juste en dessous. Cette statue s'est transformée, elle s'est faite dérussifier. Son nom a été changé, mais par-dessus tout, sa signification n'est plus la même. Elle ne rappelle plus l'Union soviétique, elle incarne la ténacité du peuple ukrainien, sa volonté d'indépendance et son combat pour la liberté, désormais inscrite en grosses lettres. La manière dont la transformation a été faite, la manière dont elle a été décidée et le contexte de guerre dans lequel elle a eu lieu font désormais partie de l'histoire de la statue, de Kiev et de l'Ukraine. Голова Українського інституту національної пам'яті, військовослужбовець Збройних сил України. Dérussifier, ce n'est pas effacer tout ce qui est russe. Pour Anton Drobovitch, c'est donner de la place à ce qui n'est pas russe. І, відповідно, Росія зробила дуже багато, щоб їх культура, їх діючі культури стали нормою, і наш публічний простір був насичений слідами їхньої культури. Тому що тоді, як українські діячі, культурні діячі ще мали вибороти право, щоб з'явитися на мапах міста, не повинні були бути там якимись опозиційними. Так, нормалізація російської культурної вищості, культурної досконалості і також виключення з нашого публічного простору європейських там мислителів, поетів. Це ненормальна ситуація, її треба змінювати. Власне, чим ми займаємось ми і фахівці з цієї сфери. Un siècle de soviétisation, plusieurs autres de russification avant ça, auxquels il faut ajouter des vagues de colonisation et des flux humains dans un empire perméable. Tout ça a rendu floues les frontières entre ce qui appartient à l'histoire de l'Ukraine, ce qui lui a été volé et ce qui lui a été imposé. Українська інститут національної пам'яті – це спеціальна урядова організація, яка призначена на відновлення, пошуку, дослідження цих втрачених сторінок історії. І позбавлення всякої ідеологічної така специфіка східноєвропейської культури і історії, що для того, щоб пам'ятати про самих себе, нам потрібно краще і більше, нам потрібні спеціальні зусилля держави на цьому напрямку направлено. Оце, власне, одна з тих функцій. Ми боремося по положенню, ми боремося з історичними міфами. Чим більше ми їх долаємо, тим менше вплив російської пропаганди на наше суспільство. À l'image des monuments qui se trouvaient là où se tient la mer Ukraine maintenant, une grosse partie du patrimoine a été perdue. On a enlevé des rues les personnalités, la langue et tout ce qui peut évoquer l'indépendance de l'Ukraine, pour, à la place, rendre hommage à des soviétiques, des russes ou des communistes qui n'avaient parfois aucun lien avec l'Ukraine, qui ne s'y étaient même jamais rendus ou qui s'y sont directement attaqués en remettant en cause son existence. Неприпустимо, наприклад, пов'язані з якимись тоталітарними діячами, з діячами тоталітарного армейського режиму, якимись агентами КГБ чи партійними органами, які причетні до масових вбивств людей. Le nom et le visage de ces personnes monopolisaient l'espace public alors qu'ils n'ont plus rien à faire là. Si ce constat est une évidence pour les Ukrainiens dans le contexte actuel, ça n'était pas le cas il y a encore peu. En Ukraine, la dérussification est un sujet qui s'est transformé en très peu de temps.
Elle pouvait faire polémique dans des régions attachées à une certaine vision du passé, mais maintenant, tout le monde accepte de dérussifier le pays. Вони самі приймають рішення про перейменування. Вже далі, якщо вони протягом деякого часу не виконують власне ці приписи законодавства, то тоді наступна інстанція отримає право перейменувати. Так, і аж до Верховної Ради. Quitte à se débarrasser des symboles de l'ennemi encore présents, autant en profiter pour mettre à l'honneur ceux qui avaient été interdits et ceux qui avaient été effacés. Et tant qu'à faire, autant demander aux Ukrainiens ce qu'ils veulent voir dans leurs rues. Є електронний портал Київ цифровий, туди виносяться варіанти назви, які попередньо підготувалися, як правило, це вибори де з декількома варіантами, 3, чи 4, може 2. От люди обирають назви, там невелике пояснення. А потім по результату голосування громадян і разом з висновками експертної комісії або топонімічної комісії, так завжди залежить. Dans la capitale, c'est comme ça qu'on renomme les rues, les places et les stations de métro. Особливо зараз, після того, як почалась широкомасштабна війна, це дуже пришвидшився, але йдеться про десятки тисяч. Тобто це стосується, немає такого міста чи села в Україні, куди не торкнулося спочатку російська, а потім радянська тоталітарна пропаганда, або та. От, і відповідно в усіх цих місцях є над чим працювати, є що переназивати, говорити з громадою доцільні, нові. On fait apparaître le nom d'écrivains, de poètes, de résistants, bref, le nom de ceux qui ont positivement impacté l'Ukraine. Et ça n'est pas anodin que dans des rues uniformisées pendant des décennies, dans des espaces alignés sur la même pensée, une diversité culturelle émerge. La dérussification apporte à la société ukrainienne une meilleure connaissance d'elle-même. Мінімум українське суспільство отримує шанс, по-перше, дізнатися про свою історію, своїх діячів культури, своїх персоналів, а по-друге, роззирнутися по сторонам, що існує не тільки російська культура. Et faire disparaître sans condition tout ce qui touche de près ou de loin à la Russie, ça serait contre-productif. L'Ukraine ne ferait que répéter la logique destructrice qu'elle est en train de combattre. І ми пов'язані, у нас глибокі зв'язки не тільки з російською культурою, що це не є єдина можлива більш різноманітний. Так, і не вільні вибирати там постаті, історії, події, які більш відповідають там нашим духовним потребам, ніж те, що нам нав'язували раніше з Москви чи з інших. Принаймні, це забезпечує, надає нам більше свободи, вибору і свободи зміни своїх міст, обличчя своїх міст. В першу чергу, тому що наш головний ворог – це Росія. Росія на нас напала і намагається вбивати нас в першу чергу за критерієм того, що ми українці, ми не хочемо ставати росіянами. От, і відповідно, це такий, можна сказати, асимілятивний геноцид. Ce qu'il se passe dans les régions occupées et ce qu'il s'est passé dans celles qui ont été occupées montre les intentions profondes de la Russie. Може, вижити. Це найбільше шансів вижити. Відповідно, це про нашу свободу, про право бути самими собою, про нашу ідентичність. Тому дуже важливо боротися з цими інформаційними, пропагандистськими впливами Росії, бо вони намагаються знищити нас і фізично, і прийняття самих себе. Cette démarche limite, d'une manière ou d'une autre, la propagande russe. La guerre a déjà réduit son importance, en Ukraine comme dans de nombreux pays, mais elle reste présente, et elle reste une arme. Certains narratifs ont perdu leur influence, comme ceux par exemple qui niaient le génocide de l'Holodomor, une famine orchestrée par Staline qui causa la mort de presque 4 millions d'Ukrainiens. Mais d'autres, comme ceux sur la fraternité éternelle des peuples russes et ukrainiens, ont encore la peau dure. Тому що росіяни намагаються представити все, що так, що начебто там українці, поляки, білоруси не мають права на своє незалежне життя в своїх незалежних країнах, в тих територіях, які визнані міжнародною спільнотою, а повинні жити в якихось інших балтійських, так само країни, або в якихось інших форматах, які дозволять їм жити в Росії. Тому, звісно, цей вплив існує, і цей вплив доволі сильний, досить, скажімо так, пропагандистських штампів і міфів, які Росія багато років нормалізувала у світі. Це питання ще не закінчене, це пробудження багато стереотипів і міфів проросійських існує, але вже ситуація значно колишня.
Leur longue histoire commune n'est presque jamais présentée comme une domination de l'un sur l'autre, comme des vagues d'invasion russe et des vagues de résistance ukrainienne. La dérussification est une arme. Sans elle, on ne peut pas prendre du recul sur ce que la Russie dit d'elle-même. L'histoire ne correspond pas toujours au récit qu'on a construit pendant des décennies. Наприклад, це ж для французького медіа, що дуже часто побутує стереотип, що французи – це русофіли, одні з найбільших європейських русофілів. Не дивлячись на цей стереотип, експерти кажуть, що все-таки особливо про російські імперіалізми, про російські тоталітарні практики дуже часто недостатньо вивчено це питання в європейських країнах, і Франції, зокрема. Тому якщо у французького суспільства є інтерес до російської культури, російської історії, то варто звернути увагу не тільки на хороші, приємні сторінки, які Росія багато років намагалася виставляти в першу чергу, і як вона поводилася, як росіяни поводилися з меншими народами, чого це коштувало. Це допоможе краще зрозуміти Росію, позбутися певних стереотипів, і, можливо, відкрити цілий всесвіт східноєвропейських народів, що теж буде корисно для розуміння нашого спільного європейського народу. Як тебе не любити, Києве мій, як тебе не любити.